Bienvenue pour cette nouvelle rencontre 30 minutes pour demain que nous consacrons aujourd'hui à la question à la relation entre la ville et la santé, des villes productrices de santé. Ces événements, vous le savez, donc pour vous autres qui avez participé à la trentaine de rencontres, à certaines de la trentaine de rencontres qui l'ont précédé. Ces rencontres ont pour vocation de chroniquer et de commenter la crise du point de vue de ceux qui conçoivent et qui font les villes, mais aussi de continuer d'explorer, disons, les avenues prospectives que nous ouvrons régulièrement avec la Fabrique de la Cité, Léonard, la Fondation Vinci pour la Cité ou encore le Lab Recherche Environnement, qui sont tous quatre résidents de Léonard Paris, ce lieu où nous vous accueillons en temps normal et j'espère bientôt de nouveau pour ces rencontres. Aujourd'hui, donc, c'est Chloé à nouveau qui, pour la troisième fois, et je le remercie, a bien voulu donc nous parler. Après avoir parlé de résilience, après avoir parlé d'espace public, Chloé donc revient aujourd'hui pour nous parler de villes productrices de santé. Chloé est directrice des études et de la recherche pour la Fabrique de la Cité. Je le disais, un des résidents de Léonard Paris, mais aussi et surtout donc un think tank dédié à la prospective et à l'innovation urbaine, qui anime un réseau international et interdisciplinaire d'experts très régulièrement donc des études nombreuses sur les grandes questions urbaines dans une approche le plus souvent comparative. Je vous signale bien évidemment le site de la Fabrique, www.lafabriquedelacité.com, sur lequel a été publié dernièrement, voici un peu plus de 15 jours, une dernière étude précisément sur la forme ou les formes de la Smart City et plus spécifiquement une étude des Smart Cities orientales asiatiques. Aujourd'hui, donc, pour parler de santé, quelques éléments de contexte. L'épidémie de coronavirus remet en quelque sorte sur le devant de la scène la question de l'aménagement urbain comme possible outil de lutte contre la propagation des maladies et de ce virus en particulier. Le lien entre ville et santé dépasse toutefois très largement le cadre et l'histoire brève et récente de cette épidémie. Alors que de nombreuses études socio-environnementales et épidémiologiques soulignent les aspects potentiellement négatifs, délétères pour la santé de l'urbanisation accrue et des modes de vie qui y sont associés. On pense en particulier au débat assez virulent sur la question de la densité qui a animé beaucoup les revues et les réseaux sociaux ces derniers temps. Donc, alors que ce débat se poursuit et alors que la médecine peine à faire seule face à certaines pathologies, la question que nous voulons nous poser aujourd'hui avec Chloé, c'est si la ville peut devenir un territoire non pas précisément délétère pour la santé, mais plutôt un territoire producteur de santé. Et on verra avec Chloé que cette ville ne manque pas d'atouts. Comme d'habitude, je laisse la parole à Chloé pendant une trentaine de minutes, n'est-ce pas, avant de lui poser les questions que vous voudrez bien donc, nous poser sur le chat dans l'espace qui se situe à droite de votre écran. Voilà. Merci Chloé, je te laisse la parole et à tout de suite, à bientôt à tous. Merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour ces 30 minutes pour demain. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, effectivement, c'est d'un sujet d'actualité puisque c'est le sujet des liens entre la ville et la santé et on peut effectivement affirmer sans trop se tromper que la santé est le sujet d'actualité par excellence. Les réflexions qui unissent les réflexions sur les liens qui unissent les villes et la santé n'ont pas débuté naturellement avec la pandémie de Covid-19. Et avant la pandémie, il s'agissait d'un sujet qui était traité, mais qui était plutôt un sujet de niche, et je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc c'était un sujet, donc je disais, un sujet de niche, un signal faible, grandissant. Cela veut dire qu'il était pris finalement sous un angle qui était assez différent de celui qu'on a maintenant l'habitude de voir, à savoir celui des maladies contagieuses avec la pandémie de Covid-19. Sachant que par exemple le livre qui a été publié en 2019 de Thomas Bolicki, qui était un best-seller pour les épidémiologistes, ce livre montrait combien l'horizon des grandes épidémies s'était éloigné de nous, en ne devenant plus que finalement une cause de mortalité secondaire dans l'ensemble du monde. Donc ça, c'était ce qui était le plus nouveau dans ce livre, c'était de montrer que dans l'ensemble du monde, les épidémies n'étaient plus la cause de mortalité première, mais bien les maladies dites civilisationnelles. Et c'est justement sous cet aspect que nous avons travaillé avec le projet de ville productrice de santé, dont je vais vous livrer quelques aspects aujourd'hui lors de cette présentation.
Qu'est-ce qu'on appelle les maladies dites civilisationnelles? Ce sont par exemple le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Mais arrêtons-nous, avant de traiter de ce sujet, arrêtons-nous malgré tout un instant sur la question coronavirus, ville et santé. La pandémie a remis donc brutalement à l'ordre du jour les questions liées à la santé et à l'aménagement urbain et a réouvert de nouvelles pistes de réflexion. Que nous révèle la crise du coronavirus des liens entre santé et ville? Le premier point le premier point à voir, c'est celui que les villes sont considérées comme l'origine et comme le vecteur des maladies. Donc, pour le résumer, ce serait les villes seraient à l'origine de la pandémie. Et d'ailleurs, cette assertion a fait que l'espace urbain, d'un coup, est devenu un espace de danger, donc notamment avec cette injonction de rester à la maison pour sauver les vies, avec la maison qui est redevenue un espace très protecteur face à l'espace urbain à l'extérieur de la maison qui serait dangereux, qui serait contagieux. On ne sait pas qui est-ce qu'on va rencontrer? Est-ce que les inconnus que nous allons rencontrer, voire même les personnes que nous connaissons, même si elles sont asymptomatiques, vont pouvoir nous contaminer? Et est-ce que l'espace urbain, le mobilier urbain, le fait même de se déplacer dans l'espace public pourrait nous rendre malades? Donc on a cet espace du danger qui a été d'un coup affirmé avec l'épidémie du Covid-19. Mais surtout, dans le cas du coronavirus, la ville, à dire que la ville serait à l'origine de la pandémie n'est pas complètement faux, même si évidemment, il serait aujourd'hui très incertain de statuer complètement sur l'origine de la maladie qui reste encore finalement peu connue. Mais ce qui est certain, c'est que le coronavirus, c'est une zoonose. C'est-à-dire que c'est une maladie qui a réussi à passer du monde animal, dans le cas du coronavirus des chauves-souris, donc à l'homme, par différentes mutations génétiques et par l'intermédiaire de différents hôtes. Donc on ne sait pas encore, est-ce que c'est un pangolin, est-ce que c'est un serpent? Plusieurs hypothèses existent et peu nous importe ici. Ce qui nous importe, c'est de comprendre que les zoonoses sont possibles quand il y a un rapprochement entre le monde animal et le monde humain. Par exemple, quand des animaux sauvages porteurs de virus se retrouvent sur des marchés à l'intérieur des villes et qu'ils sont consommés crus ou à peine cuits. En quoi les zoonoses sont-elles directement reliées à l'urbanisation? Elles sont reliées à l'urbanisation essentiellement du fait de la déforestation, liées à la fois aux fronts d'urbanisation, aux nouveaux fronts d'urbanisation qui font que des milieux sauvages ou semi-sauvages sont de plus en plus grignotés. Donc, il y a des zones de contact qui sont accrues entre les villes ou les villages et ces espaces sauvages, mais également cette déforestation est due aux besoins de l'agriculture moderne et intensive, qui est aussi liée au fait que nous sommes de plus en plus urbains. Cette déforestation détériore des écosystèmes naturels qui éliminent les barrières naturelles et conduit à un rapprochement entre des espèces animales sauvages et les hommes. Donc, prenons l'exemple de l'Asie du Sud-Est, c'est la région qui a connu la plus grande déforestation ces 40 dernières années, avec une perte de 30% des surfaces forestières. Mais par ailleurs, on peut se rendre compte que à la suite de cette déforestation et donc à la suite de la destruction de ces écosystèmes, les villes apparaissent pour ces espaces sauvages aussi comme finalement des nouveaux écosystèmes et des nouveaux havres où ils vont pouvoir nicher, où ils vont pouvoir se développer. Prenons par exemple toujours cet exemple des chauves-souris puisque c'est celui qui nous intéresse. L'éclairage des habitations dans les villes attire un très grand nombre d'insectes qui sont des proies de choix pour les chauves-souris qui sont insectivores. Et donc, ça conduit les chauves-souris à élire domicile dans les villes. Donc ainsi, on comprend que l'interconnexion entre la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine, qui est résumée très bien par le concept de One Health, est une des clés d'entrée pour pouvoir comprendre comment agir pour limiter les zoonoses qui se multiplient les dernières années. Ensuite, effectivement, Mathieu, tu le disais, la question de est-ce que la ville est vecteur de la maladie est très fortement liée à ce débat sur la densité. C'est le deuxième argument qui est souvent apporté pour expliquer la diffusion de la maladie. C'est le suivant, les villes denses, en favorisant la promiscuité, favoriseraient les épidémies. Remarquons de prime abord que ce schéma de pensée n'a rien de nouveau. L'histoire nous montre que lors des grandes épidémies, il existe une tendance à fuir les villes pour se réfugier à la campagne, qui sont vues comme plus saines et comme une protection face à la ville qui serait pleine de miasmes, qui rendrait malade. Et d'ailleurs,
il serait absurde de nier le fait que les villes, en favorisant les contacts sociaux, facilitent la propagation du virus. Mais le raccourci entre densité et maladie s'avère faux. Pourquoi? On peut se rendre compte, par exemple, si on lit une nouvelle étude de la Banque mondiale basée sur 284 villes chinoises, la densité de population, donc là c'est le graphique que je vous ai mis, ne joue pratiquement aucun rôle dans le taux d'infection. Et c'est ce qui explique que certaines villes très denses, comme par exemple Hong Kong ou Séoul, ont moins de cas que certains villages italiens qui pourtant sont très peu denses. Donc ce qui explique la dynamique de la contagion, c'est l'intensité des contacts sociaux et la formation de clusters, comme le montre par exemple la réunion évangélique de Mulhouse qui a contribué à créer un super cluster. Et c'est aussi lié, donc d'une part la formation de clusters et donc l'intensité des contacts sociaux, et d'autre part la mobilité des personnes. Donc effectivement aussi l'interconnexion des villes, de notre économie et de nos rapports sociaux. Donc tout ça pour dire qu'une forme urbaine ne peut pas être condamnée comme plus nocive qu'une autre. La question qui se pose est bien celle de l'organisation des rapports sociaux en relation avec une forme urbaine particulière. On pourrait même avancer que finalement la densité peut au contraire faciliter la lutte contre l'épidémie en offrant des alternatives intéressantes à la rencontre sociale. Par exemple, pensons à la livraison à domicile ou à une meilleure couverture en offre de soins, qui ne sont possibles que quand on est économiquement viable, qu'à partir du moment où on a une certaine densité de population. Mais pour comprendre également le lien entre coronavirus et ville, il faut se pencher sur le fait que l'aménagement peut être aussi utilisé comme un instrument pour casser les chaînes de contagion. Donc je passe rapidement sur ce point et je vous invite à consulter notamment le 30 minutes de demain d'il y a une semaine et demie sur les espaces publics qui traitait très spécifiquement de cette thématique ou de lire les articles qui ont été publiés à ce sujet, donc un édito et un derrière la ville que vous retrouverez sur le site de la Fabrique de la Cité dont l'adresse vous a été donnée par Mathieu en début de ce 30 minutes pour demain. Mais pour le dire très rapidement, dans quelle mesure on peut utiliser l'aménagement pour casser les chaînes de contagion, donc notamment dans la période de déconfinement qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on peut utiliser notamment s'appuyer sur les nudges, donc de réussir à matérialiser dans l'espace public les distances à respecter pour éviter les contagions, donc ce fameux 1,50 m, 2 mètres. Donc là, vous avez différentes photos. Donc vous avez une photo avec du tape à Singapour qui vous montre comment, dans l'espace public, réussir à la matérialiser. On a également la création de plus d'espaces capables. Donc là, vous avez une rue commerçante en Angleterre qui permet de gagner de l'espace sur la chaussée de façon à ce que les passants ne se croisent pas de façon trop rapprochée. On a également le fait de penser des nouvelles mobilités permettant donc d'éviter le tout voiture qui serait aussi contre-productif, notamment par rapport à d'autres maladies, les maladies respiratoires, donc notamment en développant la pratique du vélo, donc grâce à l'urbanisme tactique et au fait de pouvoir condamner des voies voitures et les rendre cyclables pour la période de l'épidémie, voire pour plus longtemps. Et c'est également toute la question, le casse-tête actuel de pouvoir organiser la distanciation physique dans les transports en commun pour éviter les contagions. Donc on voit là que l'aménagement est une clé pour pouvoir faire en sorte que le déconfinement se passe bien et éviter un possible deuxième pic épidémique. Et enfin, troisième point qui nous intéresse dans les liens entre la crise sanitaire liée au coronavirus et la ville, c'est le fait que cette crise sanitaire révèle des liens entre espace urbain et santé. Donc, c'est pas forcément des liens qui sont liés directement à la crise du coronavirus, mais en tout cas, la crise sert de révélateur, et notamment le confinement et le déconfinement. Pourquoi le confinement? Le confinement nous a montré notamment que la problématique de la qualité de l'air est une problématique qui est cruciale. Normalement, nous passons 80% de notre temps en intérieur. Avec le confinement, on est passé à 96% du temps passé en intérieur, avec une problématique importante, à savoir que les personnes les plus vulnérables, donc déjà confinées dans des logements qui étaient les plus petits, sont aussi ceux qui sont confrontés à la plus mauvaise qualité de l'air, ce qui peut avoir des conséquences délétères sur la santé, notamment sur d'autres infections respiratoires que celle du coronavirus.
La question du confinement nous a aussi démontré l'importance de l'espace public pour la santé. Donc, d'abord pour la santé physique, puisque en permettant le mouvement, il permet de lutter contre l'obésité et contre les maladies cardiovasculaires. Donc, être contraint à l'immobilité a montré à quel point faire du sport dans son appartement, voire même faire seulement le tour de son jardin, ne suffit pas. On a besoin de cet espace public comme espace où on peut se déployer pour pouvoir pratiquer une activité physique, ne serait-ce que la marche. Mais l'espace public a été aussi révélé comme étant extrêmement important pour la santé mentale. Pourquoi? Parce que l'homme est un être social et l'espace public, c'est le lieu de rencontre avec l'autre. Donc l'autre connu, bien entendu, donc de pouvoir rencontrer ses amis, de pouvoir rencontrer sa famille, mais c'est aussi l'importance de rencontrer un autre inconnu et qui permet d'exercer pleinement son caractère d'être social. Et ici, la richesse de la grande ville apparaît tout à fait en période de confinement avec la richesse des contacts sociaux que la grande ville permet. Et l'espace public apparaît enfin comme un refuge qui protège en permettant d'échapper au foyer et aux risques que le foyer peut malheureusement aussi représenter. Donc on pense aux violences familiales et aux violences conjugales tristement d'actualité en cette période de confinement et de déconfinement progressif. Donc, ce que je voudrais développer avec vous maintenant, c'est surtout cette question de ces liens entre espace urbain et santé en dehors des questions épidémiques. C'est très important de le comprendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas complètement évident. Quand on pense aux liens qui unissent la ville d'un côté et la santé de ses habitants de l'autre, on pensera souvent, et à juste titre d'ailleurs, à la qualité de l'offre de soins, à l'organisation territoriale du système de santé et aussi en conséquence aux possibles inégalités d'accès à l'offre de soins. Et ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, on est passé d'une approche centrée sur le curatif, et c'est quelque chose qui est essentiel, l'épidémie du coronavirus le montre bien. Donc là, je vous ai mis, par exemple, une carte qui montre l'accès aux soins, donc à la fois à des spécialistes, à l'hôpital, à des généralistes. Et c'est aussi ce petit graphique qui vous montre que les inégalités face à l'accès aux soins, même si on voit que plus on avance dans le temps, mieux plus l'espérance de vie augmente, mais par contre, les différences d'espérance de qualité, la différence d'espérance de vie à 35 ans, même si ça a progressé pour tout le monde, les inégalités entre catégories socio-professionnelles restent. Donc on voit bien que cette approche par le curatif est quelque chose qui est essentiel. Toutefois, s'intéresser à l'offre de soins ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la santé, c'est un concept complexe qui dépend d'une part de facteurs inhérents à la personne, donc on va penser à la physiologie, à la biologie, à l'état mental ou émotionnel, mais aussi, et ça c'est assez nouveau, de facteurs dépendants de son interaction avec son environnement, qu'il soit social, qu'il soit économique, qu'il soit culturel ou spatial. Donc dès lors, on ne peut plus considérer la santé comme relevant de la seule responsabilité individuelle, à savoir la relation entre vous et votre médecin, mais elle relève également d'une responsabilité collective, notamment celle de garantir à tous un environnement non pathogène. Et d'ailleurs, on pourrait considérer que la santé ne saurait se réduire à l'absence de maladie. L'OMS l'a définit en effet comme un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social et comme une ressource de la vie quotidienne. Donc on se rend compte que quand on parle de santé et aussi de santé environnementale, on a une nouvelle approche qui n'est plus centrée uniquement sur la pathologie et les facteurs de risque, mais c'est une approche qui est holistique et surtout qui est positive. Il serait possible de promouvoir la santé. Donc dans ce cas-là, on peut se poser la question, est-ce que les villes pourraient être productrices de santé, puisque les villes sont l'environnement de vie pour la plupart d'entre nous, donc est-ce que finalement ces villes pourraient devenir productrices de santé? D'ailleurs, les villes sont souvent vues comme le lieu de l'épanouissement personnel, de la créativité, d'un meilleur accès aux soins, et donc objet de représentation positive. Mais la ville est aussi considérée comme dans l'imaginaire collectif, comme facteur de risque, et on l'a vu avec le coronavirus, en opposition à la campagne, avec l'air pur, le calme, la proximité avec la nature, et l'idée d'avoir des relations sociales plus authentiques, plus apaisées dans la campagne que dans la ville. Donc ces représentations négatives de la ville ne sont pas tout à fait infondées. De nombreuses études socio-environnementales et épidémiologiques pointent les effets délétères pour la santé de l'urbanisation et de certains modes de vie associés aux nouvelles formes urbaines, la pollution, le bruit, l'insécurité, la sédentarité, la solitude.
Et il est reconnu que certaines pathologies chroniques, notamment allergies, cancer, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies mentales, proviennent d'une combinaison complexe entre facteurs biologiques et génétiques d'un côté et facteurs environnementaux et socio-économiques de l'autre. Et ces maladies dites civilisationnelles sont extrêmement importantes parce qu'elles pèsent très lourd dans les économies nationales. On considère que 11 millions de Français sont en affection de longue durée, avec une augmentation de 8,5% par an en moyenne, et que cette prise en charge des soins des affections de longue durée s'élève à 90 milliards d'euros par an, soit 60% des dépenses totales de l'assurance maladie. On comprend pourquoi cette question des villes productrices de santé est une question de plus en plus importante et qui monte de plus en plus. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que les villes pourraient avoir un impact positif sur la santé, autre que celui d'offrir un meilleur accès aux soins? Et d'ailleurs, certaines villes sont en train de se positionner sur ce créneau et en font un facteur d'attractivité. Notamment, donc là, vous avez notamment pour les retraités ou des villes qui défendent la qualité de l'air de leur ville. D'ailleurs, la perspective est plaisante et séduisante, et d'ailleurs, c'est une perspective qui a été adoptée dans l'histoire depuis longtemps, où on a essayé de faire de ces villes des lieux plus producteurs de santé. Donc là, je vous ai mis différents exemples, depuis la ville romaine avec l'assainissement jusqu'au jardin moyenâgeux, avec Versailles et le fait de faire passer l'air, les grands parcs urbains qui ont également cette même volonté de faire pénétrer l'air dans des métropoles de plus en plus grandes, et des tentatives d'avoir des formes urbaines qui sont plus productrices de santé à la fois physique et mentale, que ce soit le Familistère, que ce soit les Cités-Jardins, ou que ce soit par exemple la conception de la cité moderne par Le Corbusier, qui ont beaucoup travaillé sur cette conception du lien entre forme urbaine, forme architecturale et santé. Mais il faut constater que le passage de la théorie à l'action est assez compliqué. Les leviers d'une action guidée par des objectifs de santé sont assez connus sur le papier, et souvent depuis assez longtemps, et d'ailleurs certains peuvent sembler assez intuitifs, donc réduire les polluants, réduire le nombre d'agents délétères, promouvoir des comportements sains chez des individus, par exemple avec l'activité physique, avec une alimentation plus saine, favoriser la cohésion sociale, réduire les inégalités de santé, etc., etc., etc. Mais donc, même si on connaît ces différents leviers, il existe une réelle difficulté à appliquer ces leviers sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est souvent difficile d'établir des mécanismes avérés de causalité positive entre ville et santé. Mais c'est aussi parce que souvent, ces différentes mesures peuvent être vues comme des entraves à une liberté individuelle, à savoir celle de choisir d'être en bonne ou en mauvaise santé, et donc aussi comme une tentative de moralisation avec la défense d'un idéal de vie saine qui est loin de faire l'unanimité. Donc finalement, la frontière paraît bien mince entre la prise en compte d'un enjeu sanitaire et d'une aspiration légitime au bien-être et à la qualité de vie, d'un côté, et de l'autre côté, une injonction hygiéniste à la bonne vie. Et on voit que cette tension entre ces deux pôles, à la fois bien-être et qualité de vie, et de l'autre côté, hygiénisme social, on retrouve cette tension dans l'ensemble de l'histoire de l'urbanisme, et ça existe aujourd'hui. On peut analyser cette tension selon 4 points principaux. Le premier, c'est celui de la gouvernance. Pourquoi faut-il s'interroger sur la gouvernance aujourd'hui au niveau de la santé environnementale? Parce qu'il existe une certaine urgence en faveur d'une action renouvelée en faveur de la santé environnementale qui répond à une pression accrue de la société qui est de plus en plus sensibilisée et sensible à cet enjeu de santé environnementale. Donc ça devient un nouveau champ d'action pour des acteurs aux intérêts très divergents. Naturellement, les acteurs traditionnels, donc les médecins qui doivent se former à la santé environnementale, les villes qui doivent se repositionner face à l'État et à l'Europe pour gagner des outils pour agir, et des outils que pour le moment, ils n'ont pas. Donc là, c'est l'exemple de la ville de Rennes qui cherche à s'organiser pour pouvoir répondre à ce défi. Mais on a également d'autres acteurs, des nouveaux entrants. Donc on a naturellement tout ce qui est le milieu de la construction, le BTP, les architectes qui se positionnent sur ce qui est représenté comme un nouveau marché, mais aussi de nouvelles obligations. Mais il y a également d'autres nouveaux entrants que sont
les assurances, notamment, donc, je peux vous citer l'exemple de la compagnie d'assurance John Hancock Financial, qui a mis en place un programme qui s'appelle Vitality, qui, en échange des données de santé personnelles collectées à travers une Apple Watch et du remplissage d'objectifs mensuels fixés, par exemple un nombre de pas ou nombre de calories perdues, récompense ou pénalise les assurés. Donc aux États-Unis, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé, le fait de utiliser les données de santé qui sont collectées directement à travers une montre connectée pour pouvoir moduler les primes d'assurance. Et naturellement, quand on va parler de données, on va parler également des GAFAM qui se positionnent fortement sur ce qui représente également un marché pour eux, à la fois parce que grâce à leur capacité de collecte et d'analyse des données, ils deviennent des partenaires de choix pour notamment les instances de santé et les hôpitaux, avec le fait de pouvoir compiler l'ensemble des données de santé des patients et pouvoir développer de plus en plus, non plus seulement de la prévention, mais aussi de la médecine prédictive. Donc, ils deviennent des partenaires de choix, mais c'est aussi grâce à leur capacité de croiser des données, à la fois donc des données de santé et des données comportementales par rapport à vos habitudes de vie, donc par rapport à travers vos recherches internet, à travers vos habitudes de sommeil que votre iPhone enregistre, à travers le nombre de pas que vous faites par jour, cette capacité de dresser un portrait robot de votre profil de santé qui permet également d'avancer sur le domaine de la médecine prédictive. Et il y a enfin un dernier acteur qui se positionne, à savoir vous. Donc, chacun d'entre nous qui, avec notamment la méthodologie du Quantify Self, peut de plus en plus mesurer des données de santé, donc à travers différents instruments qui nous sont donnés. Et la question qui se pose, c'est que fait-on avec l'ensemble de ces données de santé? Sommes-nous capables de les analyser? Comment? Et à qui allons-nous faire confiance pour les confier? Est-ce qu'on va davantage faire confiance finalement à notre mère, à notre collectivité, à notre assurance ou aux GAFAM à qui on va confier ces données et à qui on va un algorithme pour pouvoir les analyser et nous donner des recommandations en termes de santé et de bons comportements sains. Donc on voit que cette question de la gouvernance de santé qui ne peut pas être réglée d'un coup de baguette magique est en tout cas un énorme enjeu dans la santé de demain, à la fois dans le domaine du soin, mais de façon plus générale en santé environnementale, par cette capacité de croiser des données environnementales, des données de santé personnelle et des données de comportement. Mais on peut traiter cette question de ville et santé sous un autre aspect qui est celui de l'urbanisme favorable à la santé. La construction des villes dans l'histoire est traversée par le souci de protéger la santé. Donc d'abord, la ville s'est construite comme un rempart contre la nature, contre les attaques, pour favoriser la sécurité des personnes. La ville, c'est aussi basé sur le fait de soigner, donc favoriser le soin, donc avec le développement d'un système hospitalier performant et de plus en plus moderne, mais également réussir à guérir certaines pathologies par la présence d'éléments urbains, donc pensons au jardin du Moyen-Âge, notamment. Mais la ville se caractérise aussi par son souci de protéger la santé par la prophylaxie, donc à savoir éviter d'abord que les gens tombent malades, que ce soit par l'aération de la ville, que ce soit par la promotion de l'hygiène, que ce soit par la promotion de l'activité physique ou également par la question de la moralisation. Parce que longtemps, la maladie a été vue comme marquée par un caractère profondément social, frappant les personnes les plus démunies ou en plus grande détresse. Mais la maladie a été vue aussi comme marquée par un caractère profondément moral, ce qui est bien illustré par l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde, donc où on voit que le caractère moralement mauvais de Mr Hyde se reflète dans la maladie de son corps. Tandis que le bon Dr Jekyll, qui est bon moralement, est en bonne santé physique. Donc on a cette dualité toujours au sein de la maladie. Donc finalement, en même temps que l'on sort d'une conception strictement individuelle de la santé, en prenant en compte la dimension collective de l'influence de l'environnement sur la santé de chaque individu, arrive par la petite porte la conception hygiéniste qui cherche non pas seulement à soigner l'homme, ni à ne le rendre pas malade par un environnement approprié, mais à le rendre en meilleure santé, voire à le rendre meilleur moralement tout court. Donc, on se rend compte que le lien entre santé et ville est
plus encore entre santé et urbanisme, n'a rien d'évident. Et si tout le monde s'accorde sur le fait de vouloir vivre dans un environnement qui ne nuira pas à la santé, les positions plus proactives divisent et mettent en pleine lumière la tension entre responsabilité collective et responsabilité individuelle de la santé. On peut se poser les questions suivantes. Jusqu'où aller dans l'aménagement d'un cadre bâti? Et que cherche-t-on vraiment à obtenir dans le réaménagement d'espaces urbains plus favorables à la santé? Quels sont les effets réels de ces réaménagements? Comment mesurer l'impact sur la santé quand on connaît la complexité des déterminants de santé? Est-ce que finalement on va être que sur des effets d'annonce et des effets marketing, en promettant quelque chose qui n'est absolument pas prouvé scientifiquement? Et est-ce qu'au-delà de l'impact sur la santé, est-ce que ne sont pas recherchées d'autres conséquences, notamment en termes d'attractivité, en termes de changement socio-économique d'un quartier? Par exemple, est-ce que si soudain vous pouvez avoir un appartement et valoriser et dire que l'air de votre appartement et autour de votre appartement est plus sain que dans la rue d'à côté, est-ce qu'il ne va pas avoir une possibilité de faire de la spéculation foncière ou au contraire de dévaloriser un bien parce que la qualité de l'air n'est pas suffisante? Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas contribuer, à travers cette prise en compte de la santé, à recréer d'autres inégalités de santé? Donc finalement, la vraie question qui se pose, c'est pas de dire il faut abandonner totalement l'objectif de créer plus de santé à travers la ville, mais en tout cas de se poser cette question: comment construire une dynamique de projet incluante? Donc comment faire en sorte que les villes ne soient pas nuisibles à la santé pour tous? Les principaux enseignements de cette réflexion sur l'urbanisme favorable à la santé, c'est de comprendre que la forme urbaine peut influencer à la fois positivement ou négativement la santé, que la forme urbaine n'est pas complètement neutre, et cela à plusieurs échelles, à la fois à l'échelle de la ville, du quartier et du bâtiment. Cela veut dire aussi qu'il faut prendre en compte l'échelle du piéton, ce qui ne veut pas dire tout piétoniser, c'est pas du tout ça, mais en tout cas qu'il faut repenser la ville à partir du corps. Et il faut se poser la question de l'importance de la nature dans la ville, mais sans forcément lui penser que le fait de mettre quelques arbres dans la ville va permettre de régler tous les problèmes. Il faut réussir à comprendre que la nature dans la ville peut avoir un impact, notamment sur les questions d'îlots de chaleur urbains, sur les questions de température de l'air. Ça peut aussi avoir un impact positif sur la santé mentale, mais on ne peut pas lui attribuer non plus toutes les vertus. Ce n'est pas un effet miracle, ce n'est pas avec quelques plantes sur un toit qu'on va réussir à dépolluer les villes. Et enfin, la dernière question qu'il faut se poser, c'est comment y arriver? Comment réussir à favoriser le changement? On se rend bien compte qu'en termes de santé, et en termes de santé publique et de santé environnementale, et d'ailleurs en termes de santé de façon globale, la culpabilisation est généralement mauvaise conseillère et ne fonctionne pas. Donc là, on a plutôt des choses à chercher, comme on le voit avec le coronavirus et l'espace public, dans la théorie des nudges, pour pouvoir faire en sorte que inciter les gens à avoir des comportements qui sont plus, notamment par exemple pour l'activité physique, qui conduisent à plus d'activité physique. Donc là, je vous ai mis la photo des piano stairs. Donc si vous montez les marches, ça fait de la musique. Naturellement, si vous prenez l'escalator, ça ne fait pas de musique. Donc c'est plus rigolo de prendre les escaliers. Donc du coup, plus de gens prennent les escaliers. Mais il y a également un besoin fort de sensibilisation et de formation de l'ensemble des acteurs pour donc à la fois des professionnels, mais également des habitants sur cette thématique des liens entre ville et santé, de façon à pouvoir favoriser les actions de manière holistique. Je voudrais aborder avec vous deux derniers points très, très rapides, qui concerne, qu'on a déjà abordé au départ avec la question du coronavirus et qui me semble extrêmement important. Le premier, c'est celui de la qualité de l'air, qui est pris entre des enjeux sanitaires et des enjeux techniques et sociaux. Soulignons d'abord un paradoxe, à savoir que l'image est extrêmement puissante de celle du lieu clos comme abri. Donc on le voit avec le coronavirus, la maison qui vous protège, surtout quand on parle du logement, de son chez-soi. Et finalement, on se rend compte que 9 habitants sur 10 estiment bénéficier d'une bonne qualité de l'air au sein de son logement, sans pourtant avoir les instruments pour l'évaluer. Et de l'autre côté, on a quoi?
on a des acariens, des particules fines, des moisissures, des composés volatiles, qui fait que même si votre appartement sent bon, il sent le propre, et ben en fait, il est plein de polluants qui sont non visibles, non reniflables, et pourtant qui sont bien reniflés et qui peuvent être pathogènes. Différentes études montrent que l'air intérieur peut être 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc finalement, notre home sweet home pourrait être finalement une bombe à retardement. Et poussons plus loin le paradoxe, on peut regarder finalement que il n'existe pas une semaine sans que les journaux titrent sur la qualité de l'air extérieur, sur le nombre de morts prématurées dues à cette pollution, et d'ailleurs les citoyens se mobilisent, s'organisent, font pression sur les gouvernements pour exiger une politique en faveur d'un air extérieur sain. Mais quand on parle on parle de qualité de l'air intérieur et non plus de pollution de l'air intérieur. Et qu'est-ce qu'on a en face dans la presse? On a quelques articles ou dans Que choisir ou dans les rubriques maison, décoration ou au mieux dans les rubriques environnement. Et il n'y a pas de mobilisation. Donc finalement, on se rend compte que la qualité de l'air intérieur n'est pas un scandale. Tous les discours autour de la qualité de l'air intérieur ont tendance à valoriser très fortement l'usager et seulement en termes de responsabilité individuelle en le renvoyant à la nécessité d'adopter des bons gestes, un bon comportement. Et dans ce cas-là, on va lui offrir un panel de solutions, aérer, ne pas utiliser d'encens dans votre appartement, etc. Ou avoir un appareil pour dépolluer l'air. Donc la qualité de l'air intérieur, c'est devenu un marché qui s'adresse à des clients individuels, mais jamais les enjeux politiques de la qualité de l'air ne sont abordés, ou en tout cas presque jamais. Notamment, c'est aussi une question de politique industrielle, c'est aussi une question relevant de la justice spatiale, notamment avec le mal logement et l'exposition des plus fragiles, non seulement au mal logement, mais à une plus mauvaise qualité de l'air, et c'est aussi une question de société, interrogeant des choix, des comportements individuels qui ne relèvent pas uniquement de choix personnels, mais de normes sociales ou de conditionnement social. Pourquoi restons-nous 85% de notre temps dans des environnements clos? Il n'y a pas de déterminisme ici, c'est une norme sociale. Mais les lignes bougent à la fois dans le secteur du bâtiment, où on voit que les enjeux sont immenses, notamment en termes de responsabilité, et on voit qu'il y a une nouvelle relation à nouer avec l'usager final pour savoir comment travailler avec lui de façon à ce qu'on sorte uniquement de cette responsabilité individuelle et de dire seulement ouvrez vos fenêtres. Et dernier point que je souhaiterais aborder avec vous, c'est celui de l'hôpital. L'hôpital et la ville, donc naturellement, on a beaucoup parlé d'hôpital ces derniers temps, on a parlé beaucoup d'organisation de l'hôpital et finalement, ce qui m'intéresse ici, dans cette relation entre l'hôpital et la ville, ce sont des liens qui sont à réinventer, selon moi, à 3 échelles. D'une part, la première échelle, c'est celle de l'organisation de l'hôpital. La crise avec le Covid a montré l'importance de la flexibilité dans l'organisation, le fait de pouvoir dégager des salles de soins intensifs notamment, d'avoir des chambres pour accueillir des patients sur une longue période, alors même que l'évolution de l'hôpital ces dernières années est de développer l'ambulatoire et de raccourcir la durée des séjours. Et donc cette capacité qu'a montré l'hôpital à pousser des murs et qui a vraiment réussi face à l'urgence aurait tout à gagner à être analysée pour devenir pérenne. Et de façon plus globale, la réflexion sur l'hôpital de l'urgence, son déploiement rapide, notamment des hôpitaux temporaires pour faire face à des situations de crise qui pourraient être d'autres situations de crise autres qu'une pandémie, par exemple s'il y a une catastrophe naturelle. Ce sont des connaissances qui ont été gagnées et qui sont à consolider et à faire passer à l'échelle. Le deuxième angle d'attaque pourrait être celui de l'urbanisme de l'hôpital et de son architecture. On assiste, c'est assez amusant de remarquer qu'on assiste à une requalification massive des halls de gare ou des aéroports. Mais l'hôpital, et on voit que l'hôpital fait aussi un effort considérable pour se tourner vers le patient. Mais finalement, l'hôpital, qui est le lieu de toutes les émotions, est souvent aussi un lieu inhospitalier, froid, anonyme. Et plusieurs études en psychologie environnementale ont montré l'influence de l'espace dans la guérison. Et c'est pour ça que je vous ai mis la photo des Magis Center, qui sont des centres qui s'adressent notamment aux malades du cancer, qui qui travaillent sur ce qu'ils ont appelé l'effet placebo de l'architecture. Donc naturellement, il ne s'agit pas de remplacer une chimiothérapie par l'architecture, mais il s'agit de montrer que par l'architecture de la chambre, par l'architecture du centre de soins, on peut
réussir à apporter plus de confort et plus de bien-être qui favorise la guérison des malades du cancer, et notamment avec la proximité avec la nature, les vues sur la nature, l'organisation des pièces communes, le confort de la chambre. Donc ici, il y a un vrai travail à faire et un vrai potentiel dans la question du confort à l'hôpital et d'en faire un lieu hospitalier. Et le troisième angle, qui me semble aussi très intéressant, c'est celui de l'ouverture de l'hôpital sur la ville. Il existe un enjeu fondamental d'accessibilité de l'hôpital dans la ville pour tous, donc notamment la question de comment accéder à un hôpital, le lien avec les transports en commun, qui concerne aussi bien les soignants, les exploitants, les malades et leurs familles. Donc la réflexion doit se porter sur les modes d'accès, mais également sur les liens entre l'hôpital et le quartier autour de l'hôpital, et de réussir à repenser l'hôpital comme un projet urbain, parce que ces emprises ne sont pas neutres dans une ville, même s'ils sont de plus en plus implantés à l'extérieur. Et ça m'amène donc à mon dernier point sur le fait que l'implantation même des structures hospitalières, notamment si on s'avance vers plus d'ambulatoires et plus de liens entre la médecine de ville et l'hôpital, donc la question de l'implantation de ces structures à l'intérieur des villes me semble être quelque chose d'extrêmement important à réfléchir. Voilà pour ce petit état des lieux des liens entre ville et santé qu'on peut traiter sous différents angles. Et voilà. Et c'est tout. Donc je suis disponible pour vos questions. Merci Chloé, merci pour cet exposé très complet, et merci aussi d'avoir fait le détour par la question de l'air intérieur, parce que c'est une question qui effectivement apparaît souvent un peu dans l'ombre, et en particulier dans le temps présent, dans l'ombre, disons, de la dimension épidémique et plus générale, et qui mérite, comme la Fabrique de la Cité l'avait bien souligné dans des publications et événements précédents, d'être examinée. Voici le temps des questions. Alors, je vais peut-être reprendre, pour commencer, tout simplement celle de notre collègue Raphaël Languillon, qui, au fond, abonde un peu dans le sens que tu indiquais toi-même, en soulignant qu'il n'était pas convaincu par le fait que la densité urbaine était le principal vecteur de la pandémie actuelle, mais que c'était plus, finalement, et donc pas tant la densité physique, mais plutôt la densité sociale, ou plutôt le rôle d'attraction et de redistribution des populations que jouent les villes, donc comme pompe aspirante et refoulante, et surtout bouillon de culture et d'interaction, donc pour plusieurs niveaux de territoire. Et autrement dit, donc ce qui serait plus en cause, ce serait ce que nous appelons volontiers à la Fabrique leur fonction de commutateur d'échelle. Est-ce que tu peux revenir un instant là-dessus et puis commenter encore concrètement? Oui, non, c'est une question qui est très intéressante, cette question de la densité, d'une part parce que le concept de densité lui-même est un concept qui est extrêmement complexe et sur lequel les experts eux-mêmes ont du mal à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on considère comme qu'est-ce que ça veut dire finalement la densité? Est-ce que c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré? Est-ce que ça concerne davantage des formes urbaines, à savoir est-ce qu'on est davantage sur une accumulation de maisons individuelles les unes à côté des autres? Est-ce qu'on est sur des gens accumulés dans des grandes tours, mais par contre autour il n'y a rien du tout? Donc finalement, si on essaye de faire des dessins de densité, on peut avoir des formes urbaines qui sont extrêmement différentes pour la même densité. Donc on voit bien que finalement cette question pose problème. Et dans le cas du Covid, on est sur une question d'une affection respiratoire. Donc, il faut une proximité physique pour pouvoir se contaminer les uns les autres. Ce qui est certain, c'est que plus on met de personnes en contact les unes des autres et de façon rapprochée, plus on a un risque d'être contaminé. Ça, c'est certain. Donc, effectivement, les villes, en ayant une densité plus forte, donc c'est-à-dire en cumulant plus de personnes, multiplient la possibilité d'avoir des contacts sociaux et donc peut avoir une influence sur la propagation du virus. En revanche, ça ne veut pas dire que mécaniquement la densité est la source de la contagion. C'est bien le contact social lui-même qu'on peut retrouver dans d'autres formes urbaines. Et notamment, on s'est rendu compte en traçant
les dynamiques épidémiques, que les périphéries étaient des vecteurs extrêmement importants dans la diffusion de l'épidémie. D'ailleurs, les premières cartes dressant les premiers foyers épidémiques étaient des foyers périphériques, à savoir notamment en Bavière, c'est une petite usine de composants pour la construction de voitures, donc qui était en périphérie de Munich, pas du tout une zone dense, qui était le premier cluster en Allemagne. En France, on avait aussi donc le cas de Mulhouse, qui est le cas du cluster le plus connu, donc en banlieue de Mulhouse, même pas au centre de Mulhouse, mais c'était une réunion évangélique. Donc là, c'est bien le contact social et le fait de rassembler beaucoup de personnes, notamment dans un lieu clos, qui conduit au fait d'avoir énormément de personnes, notamment si après on a des questions de mobilité, donc que ces gens après se dispersent partout et amènent avec eux le virus et l'amènent dans les foyers. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, la dynamique épidémique est très fortement liée à l'espace clos et notamment au foyer, avec la question qui se pose de l'isolement des malades dans des hôtels destinés dans des hôtels médicalisés, de façon à pouvoir arrêter cette dynamique de clusters familiaux qui nourrit l'épidémie. Donc, et ça concerne absolument tout espace urbain. Donc, la forme urbaine en tant que telle n'est pas nocive, c'est l'organisation des contacts sociaux qui peut contribuer à alimenter ou à ne pas alimenter l'épidémie. Entendu. Merci. Alors, en rebond, Raphaël va encore un peu plus loin en demandant si finalement le Covid et cette crise sanitaire ne signent pas la fin alors il faudrait revenir un peu sur les définitions, mais sur ce qu'on pourrait appeler la ville durable, telle qu'elle a été conçue dans les années 90 ou 2000. Et de mon côté, je surenchéris en me demandant si, au fond, la crise actuelle n'est évidemment pas, disons, une sorte de plaidoyer en creux en faveur d'une approche, disons, d'une déconcentration, bien évidemment, une forme de mouvement de démétropolisation, en faveur duquel tu te souviens que Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, s'était prononcé à plusieurs reprises, et y compris donc dans ce cycle de conférences. Ou encore, si le modèle urbain qu'on a promu dernièrement et dans lequel des gens comme Saskia Sassen soulignent précisément que la richesse des villes, elle se crée dans l'interaction et dans la densité de ces interactions. Est-ce que c'est pas ce modèle-là qui en prend un coup pour finalement peut-être soit ressusciter un modèle de démétropolisation ou encore un autre modèle qui ces derniers temps avait un peu de plomb dans l'aile, qui était celui de la Smart City, entendu comme ville, j'allais dire, sans contact. Une ville dans laquelle, effectivement, les machines se chargeraient de prendre en charge un certain nombre des interactions qui sont habituellement dévolues aux personnes. Je ne sais pas si ça t'inspire. Je pense qu'il faut... Il y a pas mal de tentatives qui sont faites, de scénarios sur le monde d'après. Généralement, quand on vit une crise, on a tendance à vouloir rebattre les cartes et à voir quel fil on pourrait tirer et avoir des conclusions assez définitives. Et là, effectivement, les grandes villes, du coup, en prennent un sacré coup. Et il y a vu qu'il y a aujourd'hui cette peur, la peur de la contagion, la peur de l'autre, il y a cette idée qu'aller dans une ville moyenne permettrait finalement d'avoir, d'une part, moins de contacts et donc d'être plus protégé, et aussi d'avoir une qualité de vie plus importante avec cet idéal de la ville moyenne. Je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière ce dont on parle quand on parle d'idéal de la ville moyenne, finalement, on est sur un idéal de la dispersion et on n'est pas sur un idéal de ville. Enfin, là, il y a on est beaucoup sur un idéal anti-urbain, à savoir que quand on regarde bien les dynamiques, qu'est-ce qui gagne? Ce ne sont pas les villes moyennes, ce ne sont pas les villes-centres, mais ce sont les périphéries des villes moyennes, donc avec un habitat dispersé. Donc là, effectivement, il y a une certaine appétence à ce type de modèle, à voir toutefois. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, plusieurs études de marché sur le marché immobilier prédisent un marché immobilier qui s'effondre dans les métropoles et qui, au contraire, gagne beaucoup d'importance dans les villes moyennes. Je pense qu'il y a une certaine agitation aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va avoir lieu demain, et tout va être déterminé par la longueur de l'épidémie. C'est sûr que si on est sur un modèle de stop and go, de confinement, déconfinement, confinement, déconfinement, ça va
certainement être plus pénible dans les grandes métropoles que dans les villes moyennes, et notamment avec cet idéal anti-urbain, donc d'avoir une maison avec un jardin. En revanche, si on est sur une dynamique épidémique qui arrive à être jugulée assez rapidement, je ne suis pas sûre que, et d'ailleurs enfin la joie qui a accompagné le déconfinement et le fait de pouvoir rencontrer des gens dans l'espace public, le fait de pouvoir à nouveau être dans la rue, de rencontrer des amis, ça c'est quelque chose qui reste, qui ne va pas être éteint en 2 mois de confinement, bien au contraire. Donc je ne suis pas absolument persuadée que le modèle de la grande ville avec la densité de ses contacts, qui est une vraie richesse et qui est aussi un des moteurs de nos économies actuellement, va péricliter si vite, notamment parce que, enfin en tout cas, je pense il n'y a pas grand intérêt, et je trouve que c'est en ça que je trouve les discussions un petit peu pauvres actuellement, c'est qu'on oppose 2 modèles. On oppose le modèle de la métropole au modèle de la ville moyenne, comme s'il fallait choisir l'un et l'autre. En définitive, on se rend bien compte que la richesse du monde de demain, si elle doit exister, c'est dans la relation entre les métropoles et la ville moyenne, de créer des coopérations pour permettre différents modes de vie, différents styles urbains, qui ne posent pas de problème quand ils sont articulés. Et de choisir l'un ou l'autre, la discussion me semble un peu stérile. Ok. Merci Chloé. Alors je rebondis sur une question cette fois-ci de Quentin, qui observe, alors c'est difficile disons à quantifier, mais que certaines critiques dénoncent une approche de la santé qui deviendrait de plus en plus une fin en soi. La santé pour la santé, mais non plus pour, disons, le bien-être, le bonheur, le fonctionnement de la société, etc. Est-ce que tu reconnais, disons, cette tendance, mais aussi et surtout, est-ce qu'il te semble que la crise actuelle tendance à la consolider, la renforcer, ou au contraire, disons, à transformer un petit peu les approches en matière d'urbanisme? Oui, bon, je pense que ce à quoi fait référence Quentin, c'est le débat. Est-ce que le confinement était finalement aussi justifié que ça, étant donné le taux de mortalité de la maladie? Je pense que c'est, enfin, sans être médecin, donc mon avis est tout à fait est à prendre pour ce qu'il est à prendre, mais il me semble que c'est mal comprendre finalement les raisons du confinement. Si si on a confiné, c'est surtout, ce n'est pas uniquement pour éviter des morts liées au Covid-19, mais c'est pour garantir la pérennité de notre système hospitalier, et donc de permettre une continuité de soins pour l'ensemble des personnes malades sur l'ensemble du pays. Donc, c'est-à-dire que sinon, on est sur une dynamique exponentielle et des services hospitaliers qui sont surchargés. Donc, finalement, la discussion qui conduit au confinement n'est pas vraiment une discussion, à mon sens, la santé pour la santé. Est-ce qu'il faut accepter ou non que des gens meurent d'une maladie? La question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on est sur la possibilité de garantir une continuité de soins pour l'ensemble de la population, ce qui ne peut pas être possible si on a un système hospitalier qui est complètement débordé avec une dynamique exponentielle d'une épidémie. Je pense que là, on est plutôt sur cette thématique. Du coup, si on réfléchit aux conséquences sur l'urbanisme de cette idée, je pense que un des principaux dangers est pas tellement de dire qu'il faut que c'est garantir la santé pour la santé, c'est plutôt sur cette question assez importante et subtile de l'hygiénisme social, de voir que finalement, même si on est sur quelque chose qui est heureusement à souligner, à savoir la prise en compte de la responsabilité collective de la santé, donc de sortir finalement de cette question trop simpliste de la responsabilité individuelle, et donc de jeter la pierre au malade en me disant si tu es malade, c'est parce que tu le veux bien. C'est très heureux de passer sur cette conception collective, mais par contre, il faut se méfier des tentatives d'aller au-delà donc d'être sur de la prescription de la vie saine, parce que là, on est sur du normatif et on peut toujours se poser la question, qui est-ce qui détermine la norme de la vie saine? Jusqu'où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire
pas de pollution de l'air extérieur, ça veut dire pas fumer dans l'espace public, ça veut dire quoi? Après, ça veut dire qu'il faut absolument marcher tant de pas par jour. Est-ce qu'il faut enfin, on peut aller de plus en plus loin finalement dans cette tentative et dans ce cas-là, on dépasse finalement enfin, dans ce cas-là, la prise en compte collective de la santé devient un danger par rapport aux libertés individuelles aussi de faire le choix d'être en mauvaise santé. Entendu. Merci. Peut-être une dernière question pour conclure cette rencontre. On se rend bien compte que la crise permet de réaborder et de réouvrir un certain nombre de chapitres de l'aménagement urbain. Tu l'as évidemment brillamment montré. Au fond, on parle de la maladie et puis on fait des annonces en matière de transport. En gros, schématiquement, c'est un peu ce qu'on pourrait retenir. Voilà, passer la crise. Donc, des annonces en matière de réaménagement donc, dans les transports, des souhaits qui s'expriment en matière donc, de conception des logements. Vous avez peut-être lu la tribune d'Étienne Lucan dans Le Monde voici peu. Des transformations qui se font voir et qui se font jour en matière de gestion du commerce, avec la primauté du e-commerce, mais aussi la transformation de la relation aux commerçants de proximité avec le pas de porte qui devient une sorte de guichet de livraison ou la généralisation du modèle de drive. Est-ce qu'il y a des tendances comme ça dont on peut déjà dire qu'elles semblent durables et qu'elles vont impacter, voilà, hors crise, la façon dont on gère ces grandes fonctions urbaines? Il me semble que, enfin, toute crise a une accélération des tendances qui étaient déjà présentes. Donc finalement, ce qu'on voit là, c'est on est sur pas sur quelque chose qui est très nouveau, mais on est sur une accélération de ce qui existait déjà. Donc des signaux faibles qui ont été grossis. On va avoir, il me semble, effectivement des grands gagnants. Il y a des chances que, enfin, avec la digitalisation, que les grands gagnants sont ceux qui ont réussi. Naturellement, il y a la question des GAFAM, d'Amazon, qui s'est positionné sur un marché qui est devenu encore plus leader sur un marché en période de confinement, avec tous les débats qui ont été faits sur les produits à livrer, pas livrés, etc. Donc oui, là, il y a une tendance. Mais ceci dit, cette tendance peut être contrecarrée aussi par la digitalisation de certains petits commerces de proximité qui ont bien compris ce lien, enfin, qu'on appelle le phygital, donc le lien entre à la fois commerce physique et commerce digital, qui permet une flexibilité, notamment dans cette période de crise, de pouvoir continuer à avoir une activité même si c'est fermé, ou de permettre justement des livraisons, de garantir un certain flux, même si peu de personnes en physique peuvent être là dans le magasin. Donc ceux qui ont réussi et qui arrivent aujourd'hui à faire cette transformation vont être nécessairement les gagnants de demain. D'autres transformations, il faudra voir, notamment pour les transformations en termes de mobilité. On a deux tendances qui sont contradictoires face à la question de l'épidémie. On a soit un scénario qui est plutôt sur l'explosion de la voiture individuelle contre le transport de masse et aussi contre les mobilités douces, ou au contraire, on a l'autre versant qui est cherché aujourd'hui, à savoir le développement des mobilités douces, en profitant du fait que les transports en commun aujourd'hui doivent être utilisés dans une moindre mesure. Là, je pense que effectivement, c'est beaucoup de politiques qui finalement ont peu de liens avec, ont un lien ténu. Enfin, elles ont un lien naturellement avec la question de l'épidémie, mais la capacité à transformer ces essais et de les rendre durables ne pourra pas s'appuyer que sur la dynamique de l'épidémie. Il va falloir pouvoir, c'est une sorte d'enclencheur, ça permet de démarrer, d'allumer, mais par contre, c'est pas la dynamique, sauf si la dynamique épidémique dure pendant 2 ans, où là, ça va modifier très fortement nos modes de vie. Mais autrement, on est plutôt sur un essai à transformer en appuyant par une autre politique et par un autre discours beaucoup plus englobant, au-delà d'une crise conjoncturelle.
Merci Chloé, merci beaucoup, merci à tous d'avoir pris part à cette nouvelle rencontre. J'ai partagé donc un peu plus haut sur le chat le support de présentation de Chloé qui est extrêmement riche et qui, je l'espère, donc vous sera utile durablement. Je vous invite bien évidemment donc à rejoindre l'espace networking sur lequel Chloé et vous autres, donc si vous le souhaitez, pouvez continuer les échanges de personne à personne sur les temps courts, mais ça permet de continuer d'agiter quelques idées. Nous nous retrouvons demain, toujours même heure et même endroit à 14 heures, donc pour une nouvelle conférence qui va porter cette fois sur eh bien l'apparition ou la tendance qu'ont pu observer les responsables d'associations importantes comme Andes ou Aurore, qui constatent finalement que les publics des épiceries sociales ou des organisations de distribution alimentaire de rue ont changé ces dernières semaines. On s'interrogera donc sur l'impact social direct de cette crise du coronavirus. Donc rendez-vous très bientôt, rendez-vous sur l'espace networking dès tout de suite et merci à chacun donc d'avoir pris part à cette nouvelle rencontre. Merci beaucoup Chloé. Merci, À bientôt. au revoir, à bientôt.